Bonjour à tous et à toutes, puis je vous souhaite la bienvenue à notre séminaire, à notre webinaire du 1er juin de l'édition spéciale du CRI Pandémie, notre séminaire annuel Convergence, Recherche, Intervention, co-organisé par le RISC, l'Institut universitaire sur les dépendances, l'équipe Hermès et l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui, voici quelques précisions concernant son déroulement. Donc, le webinaire il se déroulera en 2 temps, débutant d'abord par une conférence magistrale de 30 minutes, qui sera suivie d'une période de questions de 15 à 30 minutes. Je voudrais remercier les 51 participants qui se sont joints à nous. Donc, la présentation a lieu via la plateforme Zoom, mais de type webinaire. Alors, vous avez votre micro et votre caméra qui sont automatiquement désactivés, ce qui permet en fait d'accueillir davantage de participants puis d'assurer une bonne qualité du son pour tous. Ceci dit, je vous invite à interagir aujourd'hui avec notre conférencier Maxime Blanchette en indiquant vos commentaires ou vos questions dans la fenêtre clavardage ou chat qui est située en bas de votre Zoom, ou alors en commentant puis en posant directement vos questions via en levant la main, puis je pourrais à ce moment-là vous accorder le droit de parole. Finalement, vous pouvez aussi me contacter personnellement si jamais vous avez des demandes particulières et des problématiques. Puis veuillez prendre note aussi que la conférence d'aujourd'hui va être enregistrée pour rediffusion sur notre site web, de même que la présentation PDF du PowerPoint sera également rendue disponible sur notre site web. Ceci dit, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Maxime Blanchette dans le webinaire s'intitule « Drogue et sexualité, lorsque le plaisir n'est plus au rendez-vous ». Donc, bon webinaire à tous et à toutes, puis je cède maintenant la parole à Maxime. Merci beaucoup, Émilie. J'avais l'impression d'être dans un avion puis d'avoir à me préparer pour partir en vol. Veuillez repérer les sorties d'urgence les plus près de vous, soit à l'avant ou à l'arrière. C'est vrai, hein? Moi aussi, je me suis dit ça. Donc, merci beaucoup d'être venu en grand nombre, hein, 60 personnes. Donc, à ce webinaire-là qu'on va parler de drogue et sexualité, j'ai essayé de rendre le webinaire le plus intervenant friendly. Donc, c'est sûr qu'on va parler de quelques concepts de base, concepts clés par rapport à la consommation sexualisée, par rapport aux communautés LGBTQ+. Mais j'aimerais ça aussi proposer quelques pistes pour nos différentes interventions. Je suis travailleur social aussi à la base. Je travaille dans la communauté depuis plusieurs années. Puis, je suis spécialisé en consommation sexualisée. C'est ce que je fais. Donc, aujourd'hui, on va parler consommation sexualisée, les différents facteurs relatifs aux communautés LGBTQ+, dépendance et sexualité, puis quelques pistes pour l'intervention, dont quelques suggestions d'ouvrages et de sites Internet. Pour commencer, j'aimerais ça vous parler de la consommation sexualisée. Donc, on va lire la petite définition. C'est la prise intentionnelle de substances psychoactives avant ou pendant des activités sexuelles dans le but de notamment prolonger sa durée, diversifier ses pratiques, d'améliorer l'expérience et ses performances. Donc, là, vous allez voir, après, je vais vous parler un peu de chemsex, parce que c'est souvent le mot chemsex qu'on entend. Ce qui est important à retenir ici, c'est la prise intentionnelle. Donc, l'intentionnalité en arrière de la consommation, puis le sexe voulu. Je vous donne un exemple. Mettons que je m'en vais dans un bar avec des amis, on s'en va prendre un verre, 2 verres, 3 verres. Finalement, je vois quelqu'un qui me fait de l'œil, qui est pas mal intéressant, puis je m'en faire un one night avec cette personne-là. Mais ce ne sera pas nécessairement de la consommation sexualisée parce que mon intention, ce n'était pas avoir du sexe. C'était pas d'aller consommer pour avoir du sexe par après. Au contraire, j'allais là pour être avec mes amis, tout ça. Donc, c'est vraiment important de faire la distinction entre de la sexualité, où est-ce qu'on a consommé, puis après, il y a de la sexualité. Et donc, cet événement-là est anecdotique versus la consommation sexualisée, où est-ce que là, il va vraiment avoir l'intention en arrière de ça. Dans la consommation sexualisée, on peut voir ça un peu, moi j'aime ça, la conceptualiser comme un entonnoir. Donc, on aurait la consommation sexualisée qui est en haut. Puis après, on aurait le chemsex. Ah là, je suis désolé, âme sensible, s'abstenir. J'ai des images qui peuvent être un peu... pas 18 ans et plus, mais proche de 18. Fait que dans le chemsex, ça va le dire, hein? Chem et sexe. Donc, c'est une combinaison de 2 mots. Ici, quand on parle de chems, on parle de cristal méthamphétamine, on parle de catinone, on parle de GHB ou GBL, dépendamment où est-ce qu'on se situe dans le monde. Pourquoi qu'on parle de
principalement de ces 3 substances-là, c'est que habituellement, c'est ces substances-là qui vont être utilisées pour avoir le high. Okay? Donc, on a comme notre high principal qui, mettons, induit par le cristal meth. Puis ensuite, il va souvent y avoir une polyconsommation, puis on va y ajouter de la kétamine, des poppers, de la cocaïne. On va ajouter une autre substance pour pouvoir soit maintenir ce high-là ou avoir d'autres effets qui vont être désirés. Souvent, il va y avoir du Viagra qui va être utilisé parce que dans les effets indésirables, l'érection peut être difficile à avoir ou à maintenir pendant les relations sexuelles. Puis, outre l'utilisation de ces substances-là, okay, donc on s'entend qu'ici, c'est pas mal plus spécifique que la consommation sexualisée qui était beaucoup plus large, qui intégrait l'alcool, le cannabis et les autres substances. Le chemsex va être beaucoup plus spécifique à la culture gay puis au sexe gay. Okay? Donc, on ne se le cachera pas. Il y a différentes attitudes sociétales vis-à-vis les relations homosexuelles qui peuvent inhiber le plaisir sexuel. Hein? Donc, on peut parler, entre autres, aussi de stigma, de trauma. L'épidémie du sida, mine de rien, a marqué l'imaginaire dans la communauté. Puis encore aujourd'hui, je vais entendre des collègues qui travaillent avec moi en sexualité parler « Ah, ben j'ai fait un one night, j'ai baisé avec un gars, puis ben là, j'ai des symptômes de rhume. » Puis là, il y a une peur qui embarque par rapport à « OK, bon, est-ce que j'ai contracté quelque chose? Est-ce que je m'étais bien protégé au niveau des ITSS, etc. » Donc, même aujourd'hui, ça reste ancré dans notre communauté. Puis ça peut avoir un impact sur le plaisir ressenti. Puis, on ne se le cachera pas, hein, avec les 1001 applications qui existent maintenant. Moi, j'appelle ça affectueusement le catalogue Sears des baises. Mais on a accès à des relations sexuelles un petit peu plus facilement. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, je cherchais des visages à regarder, là, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'application-là, mais ça ressemble un peu à Tinder, mais c'est juste qu'on ne swipe pas. Donc, ça va être plusieurs visages ou des pénis qui vont être affichés ou des fesses, des arrière-trains qui vont être affichés, puis on peut regarder. Puis, dans ces différents profils-là, il va y avoir des spécifications. Puis, il va y avoir beaucoup d'enjeux reliés à la corporalité, par rapport à la masculinité, par rapport aux performances sexuelles qui vont être assez explicites. Puis ça peut avoir aussi un impact par rapport aux différentes relations sexuelles, puis sur nos différentes relations aussi qu'on va avoir avec les gens. Hein. Donc, ces applications-là, bien souvent, les gens vont se rencontrer là-dessus pour avoir des baisses, mais il y a des gens qui aimeraient rencontrer justement pour avoir des relations amicales ou briser l'isolement. Bref, changer l'air de place, changer le mal de place. Donc, mettons qu'on récapitule, consommation sexualisée, toutes les substances psychoactives avec un but il y a la prise de consommation dans le but d'avoir du sexe. Chemsex, un petit peu plus précis, où est-ce que là, on va aller chercher la culture gay puis certaines substances psychoactives. La consommation, quand on travaille en intervention, souvent, on va aller chercher, pourquoi tu consommes en arrière de ça? C'est qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas être attiré vers cette consommation-là? Bien, il y a plusieurs bénéfices à utiliser, mettons, la méthamphétamine. Entre autres, bien, ça réduit l'anxiété reliée à l'image corporelle, ça peut nous désinhiber sur le plan sexuel, ça peut faciliter les connexions sociales sexuelles, augmenter la libido, augmenter la confiance, augmenter l'endurance sexuelle. Vous voyez, il y a beaucoup de points positifs en arrière de tout ça pour avoir le sexe qui est désiré. Okay? Donc, cette consommation-là nous rapproche de ce but-là, où est-ce qu'on est capable d'avoir des baisses qui sont peut-être en dehors en anglais, on dit « out of our league », en dehors de notre ligue. Donc, habituellement, on n'aurait pas accès, mais grâce à la consommation, on est capable d'y avoir accès. Ou même, j'ai entendu beaucoup de récits concernant des personnes un peu plus âgées qui débutaient la consommation pour être capables de briser l'isolement social qu'ils vivaient. Il y a plusieurs histoires comme ça qu'on est capable d'entendre au travers de la consommation sexualisée. Donc, les effets agréables, on en a parlé un petit peu plus tôt à la diapositive précédente.
Ceci dit, il y a plusieurs effets indésirables, évidemment. Là, c'est une courte liste, il y en a beaucoup plus que ça, dont la difficulté d'érection, la malnutrition, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Ça reste un psychostimulant, là. Mettons qu'on parle de méthamphétamine. Des problèmes dermatologiques, ça met dans des situations à risque, la déprime, la perte de contrôle, perte de rôles sociaux, difficulté d'éjaculation, Au niveau création des problèmes difficile, associés sevrage à à chaque fois. l'usage Donc, de vous voyez, cannabis, aussi dans donc les 91% ont publicités indiqué américaines, toutes on voit réponses sur beaucoup à la fois des impacts sur le rendement des scolaire, gens avec les les dents problèmes toutes d'attention et défaites, les accidents donc routiers. qui perdent leurs dents, les Puis, dents noires, tout ça. C'est entre 3 et 4 d'autres ont effets répondu indésirables qui peuvent à survenir. l'un des En trois même autres temps, résultats. pensez-y. Là, je vous dis, vous prenez, mettons, de la méthamphétamine, vous faites de la consommation sexualisée. Là, c'est super le fun, le plaisir est à son comble. Vous avez probablement des orgasmes à 15 sur 10. Puis là, vous allez voir un intervenant. Puis là, l'intervenant vous dit, ben, tu sais, si tu veux diminuer, arrêter, c'est sûr que là, ton orgasme va passer à, mettons, 5 sur 10, 6 sur 10. Là, si je vous voyais, je vous demanderais, levez la main ceux qui aimeraient passer d'un orgasme 15 sur 10 à 5 sur 10. Je ne pense pas qu'il y aurait eu de main qui se serait levé dans la salle. Au contraire, ben, on veut augmenter notre plaisir sexuel, hein? Donc, c'est des choses qui sont à prendre en considération quand on fait de l'intervention auprès de cette population-là, des personnes qui vont faire de la consommation sexualisée, dans le sens où est-ce qu'il va y avoir un deuil qui est relié au plaisir sexuel en arrière de ça. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vous ai dit qu'il y a certaines spécificités par rapport à la communauté LGBTQ+. On va s'attarder un petit peu au GBRC, entre autres, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du stress des minorités sexuelles, mais dans le fond, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que tout le monde vit du stress. Okay? Je suis pas mal sûr que tout le monde ici vit du stress, que ce soit par rapport à la job, par rapport au COVID, par rapport aux enfants qui restent à la maison à cause du COVID, ou les enfants qui s'en vont à l'école. Oups. Mon casque d'astronaute voulait s'arrêter. Ou sinon, que ce soit par rapport à les finances, qu'importe, on vit tout du stress. Okay? Mettons qu'on met ça sur une ligne, tout le monde vit ça. Les minorités sexuelles, elles, vont vivre un stress qui va être supplémentaire, dans le sens où est-ce que, mettons qu'on s'en va à l'emploi, puis, bon, mettons, je suis gay, je m'en vais à une nouvelle job. Les gens, c'est pas écrit dans mon front, là, je suis gay. Fait que, est-ce que je fais un dévoilement? Est-ce que je fais pas de dévoilement? Si je fais un dévoilement, est-ce que ça va être bien reçu ou ça ne sera pas bien reçu? Là, vous voyez, il y a déjà un stress supplémentaire. Après, je me promène dans la rue, je suis, mettons, avec mon conjoint. Est-ce que je vais me faire crier des bêtises? Justement, il y a une semaine, j'ai un ami qui s'est fait crier des bêtises dans le village gay parce qu'il était avec son chum et il lui tenait la main. Fait que c'est encore des discriminations, de la stigmatisation qu'on vit même encore aujourd'hui, puis ça ajoute une couche de stress supplémentaire. Ça, c'est sans compter les différentes micro-agressions qu'on peut vivre. Des fois, ça a l'air anodin, mais juste de dire « Ah, mais c'est tellement gay ça. Ah, c'est fif. Ah, c'est fif. » On entend des fois des gens dans la rue dire ça, là. Mais ça, c'est de l'homophobie. C'est une micro-agression. Tu passes à côté, tu entends ça. C'est pas le genre de choses qu'on veut entendre. C'est au même titre que dire « Ah, tu forces comme une fille. » Ben, on ne dit pas ça. C'est sexiste. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire en arrière de ça. Donc, ça ajoute vraiment une couche supplémentaire. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres éléments qui amènent des vulnérabilités dans la communauté. Entre autres, l'homophobie intériorisée, le développement de l'identité sexuelle, c'est pas facile. Je commence à être en questionnement. Puis quand on est en questionnement, ben on fait comme hey, finalement, je suis peut-être différent des autres. J'aime pas les petites filles ou j'aime pas les petits gars. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas normal, entre guillemets. Il peut y avoir une honte sexuelle au travers de ça. On va entendre souvent les gens par rapport, entre autres, la pénétration, se faire pénétrer peut être honteux ou pénétrer un homme pourrait être honteux. Il y a une honte qui est sexuelle en arrière. La prévalence de certains problèmes de santé, que ce soit la dépression, problèmes de santé mentale, ou même par rapport à ITSS, VIH, VHC. Puis aussi la prévalence de la consommation, évidemment, c'est un tout, c'est assez syndémique, hein, puis intersectionnel. Tout ça va s'entrecroiser, puis ça va s'augmenter. OK? Parle, genre. Je vous ai parlé de différents concepts au travers de tout ça. Je vous les ai présentés assez rapidement.
mais je voulais au moins passer la moitié de la présentation et j'ai atteint mon but sur comment on planifie une intervention, hein, comment on intervient avec ces personnes-là. Dans un premier temps, ce que je vous dirais, puis ça vient, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Smash cette année, en novembre, l'année passée, en tout cas, il n'y a pas longtemps, le dernier Smash. Il y a eu une présentation d'Alexandre Fafard puis Jean-Sébastien Rousseau qui parlait de l'initiative Ça prend un village. C'est une initiative qui commence là, qui disait, le premier élément dans une intervention, c'est l'espoir. Donc, quand on a quelqu'un devant nous, il faut être capable de lui redonner de l'espoir au travers de sa démarche. Qu'est-ce qu'il veut? S'il va arrêter, qu'il va y arrêter, qu'il va diminuer, qu'il va le maintenir, mais diminuer les risques, qu'importe, il faut être capable de donner de l'espoir au travers de la démarche, puis ça va faire déjà une différence, de savoir qu'il y a quelqu'un qui croit en cette personne-là, peut rallumer un peu la chandelle. Un deuxième élément très important, c'est que ce n'est pas tout le monde qui va se présenter qui va avoir une problématique qui est problématique. Une consommation sexualisée qui va être problématique. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui va avoir besoin de soutien ou d'une référence. Donc, dans ce cas-là, quand il y a des gens qui viennent nous voir, puis ce n'est pas nécessairement problématique, leur consommation, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Bien, on peut parler de prévention combinée. On peut voir, OK, bon, ben est-ce qu'il y a des choses, des sphères de la vie de la personne qui pourraient peut-être déraper? On peut aller en prévention. Hein? Peut-être que la personne s'absente de plus en plus de la job. Ce n'est pas encore problématique en soi, mais il parle OK, bon, ben, la semaine passée, j'ai manqué, puis là, un mois aussi, puis qu'on voit que la fréquence, ça commence à augmenter. Bref, on peut faire quand même une évaluation en arrière de ça. Puis il faut garder à l'esprit que si la personne est venue vous voir, c'est parce qu'il y a une raison sous-jacente. Donc, que ce soit la consommation, que ce soit autre chose, on est capable d'aller explorer ça. Puis souvent, la consommation va être un symptôme. Hein, même la consommation sexualisée va être un symptôme de d'autres choses dans la vie de la personne, dans son fonctionnement social. Donc, c'est d'être vraiment capable d'aller chercher un petit peu plus large puis comprendre le contexte en arrière de ça. La personne vient vous rencontrer, puis finalement, ben oui, ben j'ai une petite problématique de consommation sexualisée, je ne suis pas trop sûr quoi faire. Là, ici, je suis pas mal sûr qu'on est pas mal tout à l'aise de parler de consommation. On est quand même au risque. Donc, on a certaines connaissances par rapport à la dépendance. Mais outre la dépendance, il faut aussi être capable d'explorer les différentes dimensions de la sexualité de la personne. Okay? Donc, on est tout au courant de la dimension biologique. Puis, à vrai dire, dans les différentes études, on va beaucoup parler de la dimension biologique. Par la dimension biologique, qu'est-ce que je veux dire? C'est tout ce qui est par rapport ITSS, VIH, sinon par rapport à la contraception. Bref, vous voyez tout ce qui peut avoir un lien avec la biologie, avec le corps de la personne. Souvent, on va en parler, que ce soit une infirmière ou un médecin, il va parler de la PrEP, il va parler de la PPE, il va parler des ITSS. Bref, on va beaucoup mettre un emphase dessus la dimension biologique, alors qu'il y a plein d'autres dimensions à la sexualité que souvent, on va oublier d'aborder avec la personne. Entre autres, la dimension affective. OK, bon, ben, ton apparence corporelle, es-tu heureux avec? Est-ce que tu es correct avec tes relations affectives, amicales, amoureuses, connaissances? Est-ce que tu es capable de démontrer tes différentes émotions à des personnes où tu es complètement isolé? Au niveau psychologique, ben, l'affirmation de soi, comment que ça va? Sa satisfaction, son identité, que ce soit une identité sexuelle ou de genre, comment que tu te situes par rapport à ça? Ou sinon, par rapport aux différentes dimensions socioculturelles, OK, bon, ben, par rapport aux stéréotypes, la masculinité hégémonique, entre autres, qui fait des ravages. Donc, masculinité toxique, les différents comportements, les règles, les valeurs de ta communauté. Entre autres, là, on peut parler de la communauté gay, où est-ce que souvent on va mettre de l'avant une certaine promiscuité. C'est pas rare que j'entends des gars dans mon bureau qui vont me dire ouais, mais Max, dans la communauté, c'est de même, puis on baise. Ah, OK, ben, c'est bon, mais toi, si c'est pas ça, ça fait pas partie de tes valeurs. Pourquoi que tu veux continuer là-dessus? Ça va à l'encontre de qui tu es.
Donc, vous voyez, il y a d'autres éléments à aller explorer avec les personnes. Les dimensions morales, il y a des gens qui vont avoir certaines valeurs ou croyances ou principes qui vont aller à l'encontre pour avoir de la consommation sexualisée. Différentes dimensions cognitives, donc tout ce qui est par rapport aux différentes connaissances, connaissances de son corps, fonctionnement, potentiel sexuel, information saisie TSS, etc. Fait que vous voyez, la sexualité, c'est pas juste les ITSS, c'est pas juste le VIH, c'est pas juste ça, c'est une multitude, c'est multidimensionnel la sexualité, puis il faut se sentir à l'aise de justement aller aborder ça avec les personnes, puis prendre le temps de bien comprendre comment que la personne se comporte dans son monde sexuel. De comprendre c'est quoi ses patterns, comment il consomme sa sexualité, où est-ce qu'il va chercher sa sexualité, qu'est-ce qui le satisfait, qu'est-ce qui l'insatisfait au travers de ça. Est-ce qu'il y aurait des deuils, est-ce qu'il y a des appréhensions? Bref, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Je vais vous montrer, j'ai concocté une liste de quelques questions clés qu'on pourrait utiliser dans une entrevue en counseling. Donc, une des principales motivations à continuer de consommer, c'est le plaisir. Hein? Si ce n'était pas plaisant, habituellement, c'est un bon signe pour vouloir arrêter ou diminuer du moins. Fait que, puis, ce plaisir-là est encore peu, voire non exploré. Mais qu'est-ce que le plaisir? La satisfaction sexuelle, c'est plus que l'orgasme. Hein? C'est beaucoup plus large que ça. C'est influencé par les différentes récompenses et coûts sexuels qu'on va assumer au travers de nos différentes relations. Là, ici, on parle de relations, ça peut être une relation intime, mais ça peut être aussi des relations entre des personnes qui vont baiser ensemble, mais ça reste une relation entre amis, etc. Bref, on garde ça en tête. Ce n'est pas nécessairement un couple monogame fermé. Donc, un équilibre entre les récompenses et les coûts sexuels. Donc, les récompenses, c'est toutes les expériences qui vont être plaisantes, qui vont être gratifiantes, versus les coûts sexuels, c'est les choses qui vont nous demander de l'effort, qui vont nous causer peut-être de la honte, de l'anxiété. Des choses qui ne sont pas nécessairement agréables à vivre, mais tu le fais pour faire plaisir à l'autre. Okay? Donc, on a nos récompenses, on a nos coûts sexuels. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ces différentes récompenses et coûts attendus. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Okay? Moi, par exemple, j'aimerais ça avoir, je ne sais pas, un café tous les matins ou une baise par soir ou qu'importe, puis ce que j'ai actuellement. Okay? Fait que si ça ne concorde pas, c'est sûr qu'il va y avoir une certaine insatisfaction en bout de ligne. Est-ce qu'il y a une égalité entre les partenaires au niveau de ces coûts et de ces récompenses-là sexuelles? Puis, les aspects non sexuels de la relation, est-ce qu'ils sont satisfaisants? Fait que vous voyez, la satisfaction sexuelle, oui, il va y avoir l'orgasme là-dedans, évidemment. Là. Je ne l'ai pas nommé, mais l'orgasme fait partie. La qualité de l'érection fait partie de ça. Les pratiques sexuelles que j'aime ou que j'aime pas font partie de ça. Il y a les aspects aussi non sexuels de la relation. Fait que vous voyez que le plaisir, la satisfaction sexuelle, c'est beaucoup plus que l'orgasme, c'est beaucoup plus que centré sur le pénis ou sur le clitoris. C'est beaucoup plus large. Fait qu'il faut être capable d'aller creuser large avec ces personnes-là. Okay? Les personnes qui viennent nous voir dans nos bureaux pour parler, entre autres, de consommation sexualisée. Ici, dans l'intervention, donc, on s'entend le chemsex, la consommation sexualisée. Il y a une trajectoire qui est dynamique, puis qui est multidimensionnelle. Okay? Souvent, ici, petit écran, à l'initiation, l'évaluation du chemsex, c'est là où est-ce qu'on va être initié par soit un ami, une connaissance, une base grinder, qu'importe. Bref, on va avoir un premier contact avec la consommation. Puis finalement, on va se rendre compte que la consommation nous apporte certaines dimension positive, par exemple, une meilleure acceptation de mon orientation sexuelle ou sinon d'être capable de m'adapter à certains stress XY, de socialiser, d'avoir du sexe avec des gens que j'admire, que je suis comme « Oh mon Dieu, il ressemble à Channing Tatum, puis j'ai baisé avec. » Vous voyez un peu le genre. Donc, ça va servir de stratégie d'adaptation. Puis ensuite, ça va permettre aussi d'avoir une perception d'une amélioration de sa vie sexuelle. Donc,
la petite satisfaction sexuelle que je parlais un peu plus tôt, ça va l'augmenter. On va avoir une perception par rapport à ça, comme de quoi que hey, j'ai les baises de ma vie, c'est super. Il y a certaines personnes qui vont introduire le slam au travers de leur trajectoire de consommation sexualisée. Le slam, ça consiste en l'injection de la méthamphétamine, donc des injectables. Quand que les gens font du slam, quelque chose qui est important à garder à l'esprit, c'est comme si la personne avait commencé, on commence à conduire la première auto, au lieu d'acheter une Tercel, il achète une Lamborghini. T'sais, il commence en haut, en haut, en haut. Fait qu'en redescendre en bas, c'est beaucoup plus tough. Hein? Le slam, il va être érotisé, puis il va être, on est comme à son paroxysme par rapport au plaisir. Évidemment, au bout de cette trajectoire-là, il va y avoir certaines conséquences qui vont être vécues, que ce soit des conséquences sociales, biologiques, sexuelles, financières, qu'importe. Il va y avoir certaines conséquences, puis il va y avoir une perte du plaisir. Donc, moi, ça me rappelle vaguement le cycle de la suétude. Quand on regarde ça comme ça, il y a certaines ressemblances par rapport à la trajectoire. Dans une intervention, je vous en ai parlé un petit peu. Quand on explore, on va explorer la consommation, on va explorer aussi la sexualité, puis on va explorer les deux ensemble. Évidemment, ça ne va pas substituer vos évaluations respectives. Si je suis infirmière et que je reçois le patient dans mon bureau, c'est sûr que je vais faire mon évaluation infirmière. Sûr. Ça, c'est juste un plus dans l'évaluation. Même chose pour les travailleurs sociaux, mais on va faire notre évaluation du fonctionnement social, puis ça, on va essayer de l'intégrer au travers. Donc, de demander, bon, c'est quoi la drogue la plus consommée ou qui va te causer particulièrement un problème? Dans quel contexte tu consommes? Comment tu décrirais ta sexualité actuellement? Vous voyez ici, je ne mets pas de mots dans sa bouche. Je laisse ça ouvert. Est-ce qu'il consomme pendant son sexe? Est-ce qu'il ne consomme pas pendant son sexe? Ça, on va pouvoir décortiquer un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais lui demander juste sa sexualité, comment il la trouve. Qu'est-ce qui est satisfaisant? Qu'est-ce qui est moins satisfaisant? Puis vous allez rester surpris de voir que si on est ouvert par rapport, si on a une attitude d'ouverture par rapport à la sexualité de la personne, ça va être réciproque, puis la personne va s'ouvrir par rapport à ça. Puis vous pouvez être surpris d'entendre comment ils vont être à l'aise d'en parler. Sinon, la dernière fois que tu as eu du sober sex, du sexe sobre, donc sans consommation, c'était quand? Qu'est-ce qui était satisfaisant? Qu'est-ce qui était moins satisfaisant? Est-ce que tu as certaines appréhensions? Etc. Là, je vous avais préparé, et là, Émilie, je suis désolée, je vais peut-être être débordé de 2 minutes. C'est-tu correct? OK, c'est bon. Il y a quelques temps, l'hôpital Charlemagne m'avait demandé de présenter sur la consommation sexualisée à une équipe du CIDEP. Puis, j'avais fait un petit document pour pouvoir les aider à s'orienter au travers de ça. Donc, on s'entend que le document, ce n'est pas un document qui est officiel, ce n'est pas un document non plus où est-ce qu'il y a une checklist qu'il faut parler de toutes les choses, mais c'est plutôt un document qui peut nous aider à nous guider dans l'entrevue ou nous rappeler certains éléments qu'on aimerait aborder avec la personne. Là, évidemment, le tableau des substances, pas mal tout le monde est à l'aise avec ça ou le connaît du moins. Donc, comprendre le contexte de consommation, la drogue la plus consommée, les choses qui est arrivées au début de cette consommation-là. Qu'est-ce qu'on veut entendre? Qu'est-ce qu'on veut entendre? Qu'est-ce qu'on veut explorer au travers de ça? C'est qu'on veut voir est-ce que ça peut coïncider, par exemple, avec le coming out? Est-ce que ça peut coïncider avec le début de la réalisation d'une certaine homosexualité ou un questionnement, du moins? Est-ce que la personne est déjà là en désintoxication? Oui, combien de fois? Ou est-ce que tu as déjà essayé d'arrêter ta consommation? Là, vous voyez, c'est des questions qu'on va poser d'emblée en dépendance. Les conséquences de la consommation de drogue. Mais ici, par rapport à la sexualité, c'est justement des choses qu'il faut aller chercher. Bon, comment tu décrirais ta sexualité actuellement? Est-ce que tu as déjà fait un coming out? Vous n'êtes pas obligé de poser la question comme ça. De toute façon, ça risque de s'entendre quand la personne va en parler. Mais est-ce que tu as déjà fait un coming out? Comment ça s'est passé? Des fois, c'est très horrible. Des fois, on a des belles histoires. Des fois, c'est des moins belles histoires. Le statut VIH ou VHC, ça peut aussi avoir des impacts dans la consommation.
le type de pratique qu'ils vont avoir. Souvent, il va y avoir un deuil qui va être relié aux pratiques sexuelles. Par exemple, ce que j'entends régulièrement, c'est le fisting. Ah, ben, j'aime beaucoup le fisting. Le fisting, c'est l'introduction de la main puis l'avant-bras dans l'anus de la personne. Donc, une pénétration anobrachiale. Souvent, les gens vont se dire, ah, mais après que j'ai arrêté de consommer, je serai peut-être plus capable. Fait que, OK, bon, ben, c'est de réfléchir comment on va être capable de réintroduire cette pratique sexuelle-là de façon à ce que tu ne consommes pas. Est-ce que tu partages du matériel pour sniffer, fumer, injection? Est-ce que tu prends la PPE? Est-ce que tu prends la PrEP? Donc, c'est là où est-ce qu'on peut parler un peu de prévention combinée avec la personne. Dernière fois que tu as eu des relations sexuelles sans consommer. Bref, les modes de rencontre, relations, consentement, vie sociale, santé mentale. Il y a différents éléments qu'on veut aller aborder avec la personne qui va nous permettre de bien comprendre ce pattern-là, bien comprendre la consommation sexualisée que la personne vit, puis avoir une appréciation de la problématique. Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est moins problématique? Puis sa perception de la personne au travers de ça. Évidemment, c'est juste quelques éléments, ça. Puis, il y a plein d'autres éléments qui sont à explorer, entre autres la réduction des méfaits, la honte, l'homophobie intériorisée, cycle-lassitude, changement, masculinité hégémonique, sexualité avant-après conso, rechute, VIH, microagression, trauma, pornographie. Bref, vous voyez, la liste peut être longue. C'est tous des éléments qu'il faut garder à l'esprit qu'au travers de nos rencontres, qui peuvent être intéressantes à aborder avec la personne devant nous. Donc, ça, la slide, j'ai fini. La slide, c'est pour nous rappeler comme de quoi que dans les services, une des choses qui est importante à garder à l'esprit, c'est que faut se dire que there's no wrong door. Fait que la personne qui vient vous voir par rapport à la consommation sexualisée, il faut être capable de l'accueillir, puis au moins être capable d'explorer un petit peu avec lui sa situation-là. Ensuite, c'est d'être capable de référer à un organisme, à un endroit en privé, organisme communautaire, au CRD, bref, un endroit où il va y avoir un clinicien qui va être spécialisé par rapport à la sexualité et la consommation. Donc, vous allez pouvoir vous reprendre ce graphique-là des organisations de services pour vous aider un peu à conceptualiser. Puis, un peu comme dans les troubles concomitants, on est capable aussi de mettre plusieurs services ensemble. Mettons un sexologue avec un travailleur social spécialisé en dépendance, puis les faire collaborer. Ça se fait aussi, là, la collaboration interprofessionnelle. Les sexologues sont indispensables. Donc, pour vous aider au travers de tout ça, parce que j'ai nommé beaucoup d'éléments, j'ai ciblé quelques ouvrages qui sont intéressants, qui présentent les différents concepts qu'on a parlé aujourd'hui, entre autres Anderson, Downs de Velvet Rage. Ça va vous permettre de bien comprendre la honte qui est en arrière de la sexualité gay. Sinon, Shelton, que j'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur. Mais il y a aussi quelques sites Internet comme Mon Buzz, qui est aussi été une initiative de Mathieu Goyette, Georges Flores-Aranda, Réseau, qui permet de faire le point par rapport à la consommation. Le projet Mobilise de Jean Otis et sa gang, qui permet justement d'aller voir la prévention combinée. Qu'est-ce qu'on va jumeler comme prévention. Puis le Chemsex Care Plan de David Stewart. Malheureusement, il est juste en anglais, mais ça vaut vraiment la peine d'aller explorer. Donc, on s'enligne vers une réponse qui est intégrée. Entre autres, mon projet doctoral vise à élaborer des recommandations pour l'intervention auprès des GBRSA qui éprouvent des problèmes reliés à une consommation sexualisée. Puis, je travaille aussi sur un autre projet de recherche avec Georges Flores-Aranda, Mathieu Goyette, Olivier Perlatte et David Lafortune, où est-ce qu'on va aller explorer pour pouvoir créer des services qui vont être adaptés pour les personnes de la diversité sexuelle qui ont des problèmes de consommation. Qui pourraient être aussi reliés par rapport à l'orientation sexuelle puis leur identité de genre. Donc, actuellement, on est en recrutement où on cherche des pairs ou des intervenants. Donc, si jamais ça vous tente, vous pouvez me faire signe, mon courriel est à la fin. Finalement, la consommation sexualisée est multidimensionnelle. Fait que c'est pas une solution one size fits all. Là, je vous ai donné plusieurs concepts, mais c'est pas nécessairement tous des concepts qui vont s'appliquer
à tout le monde. Hein? Chaque personne est unique. C'est ce qui fait la beauté de l'intervention, entre autres. Puis c'est ça. Donc, j'arrêterai là-dessus. Je vous demanderai si vous avez des questions, des réactions, des émotions ou des insultes à me faire. Je vais pouvoir les partager via Émilie. Et merci. C'est vrai, merci beaucoup, Maxime. Comme on disait au début, c'est ça, via la fenêtre chat que vous avez en bas. Vous pouvez écrire vos questions, puis vous pouvez aussi lever la main là, pour qu'on puisse vous accorder directement le droit de parole. J'avais vu tantôt quelqu'un qui a levé la main, mais je ne la vois plus. Fait que si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, là, on est là pour ça. Oui, donc je vais permettre à Wimar de prendre la parole. Donc, vous pouvez activer votre micro et votre caméra si vous le souhaitez en bas à gauche. Pour répondre sur le côté en attendant. Oui. Donc, oui, le document, je vais vous le rendre disponible. Il n'y a aucun problème avec ça. Comme que je disais, ça ne va pas substituer vos évaluations respectives. On s'entend, comme TS, ben, je dois faire une évaluation du fonctionnement social en bonne et due forme. Ça, c'est comme un plus. Fait que je vais le transmettre à Émilie. Sinon, la présentation PowerPoint aussi, je la transmettais à Émilie en format PDF. Donc, vous allez pouvoir y avoir accès, à moins qu'Émilie décide que non. Non, inquiétez-vous pas. Puis, merci pour les bons commentaires. Sinon, Wimar. Oui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait une... Ah, OK. J'aurais voulu que ce soit plus long. Petite question. OK. Qu'est-ce que la masculinité hégémonique? Oui. Bon, la masculinité hégémonique, c'est un peu l'idéal de l'homme masculin. Moi, j'aime bien représenter ça par Thor. Je ne sais pas si tu connais Thor, Wimar. Tu sais, c'est le dieu grec là, avec le marteau, là, qui est super grand, musclé, blond, beaux yeux, etc., etc. Oui, je connais. Bon, c'est ça. Bon, moi, j'aime bien représenter la masculinité hégémonique par Thor, dans le sens où est-ce qu'il représente l'idéal masculin. Fait que quand on n'est plus dedans cet idéal-là, mais souvent, on va se sentir complexé. Puis, c'est là où est-ce qu'on va parler d'une masculinité qui va être toxique. Donc, souvent, il va y avoir beaucoup de honte, de shaming dessus les réseaux sociaux, genre Grindr, par rapport à cette masculinité-là. Ah, je suis un homme masculin, grand, 6 pieds, etc. Puis, ils vont dénigrer les personnes qui mesurent moins que 6 pieds, qui sont moins musclées, etc. Je ne sais pas si ça te permet de bien saisir ce que c'est. Parfait, merci. C'est good. Parfait. Sinon, même chose pour l'autre commentaire de la personne qui travaille en sexologie, qui est sexologue de formation, pardon, qui travaille en dépendance depuis 10 ans. Dans le fond, le document Word, c'est ça, je vais le mettre à la même place sur le site web d'Iris, puis j'enverrai une petite nouvelle aussi dans le Facebook pour que vous ayez le lien direct, comme ça sera plus facile là, pour vous. Là. Je sais pas, Maxime, si tu avais un dernier petit mot pendant que les gens réfléchissent, des petits points que tu aurais aimé ajouter, mais que tu n'as pas pu faute de temps. Oh mon Dieu, il y en aurait plein. Je pense que je serais capable de vous parler de ça pendant 45 heures de temps. Je pense qu'une des choses qui est super importante à retenir, c'est d'être honnête avec la personne, puis si jamais vous ne savez pas, de le dire, d'être franc avec la personne, puis on risque, vous risquez d'être surpris de la réponse. C'est sûr que une des choses qui est souvent rapportée, c'est qu'ils n'aiment pas changer tout le temps l'intervenant, puis les gars aiment avoir des intervenants qui connaissent au moins un petit peu ce qu'est la communauté, fait que, puis un petit peu notre jargon. Mais outre ça, c'est des choses que vous êtes capable aussi de lire, ou si vous allez voir les ouvrages que je vous ai référés, vous allez voir, c'est assez... c'est une bonne fondation pour partir une pratique en consommation sexualisée. C'est une Parfait. qualité davantage présente dans la communauté LGBTQ+.
Pour répondre à Sarah, oui, mais on va beaucoup plus parler de la consommation sexualisée chez les gays. Il y a peu d'écrits sur les lesbiennes, sur les bisexuels, les trans, queer et le plus. Donc, il y a moins d'écrits sur eux parce que c'est très présent, c'est très prévalent au niveau de la communauté gay ou la communauté GBRSA. Il y a aussi des hétérosexuels qui vont faire de la consommation sexualisée. Là, aujourd'hui, j'ai parlé des GBRSA. C'est juste que les hétérosexuels vont avoir des facteurs de vulnérabilité qui vont être différents. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Sarah. Merci. Oui. Bon, c'est parfait. Vous disiez faire une recherche, recrutez-vous encore des participants ici? Oui, est-ce qu'on les réfère à vous ou via votre courriel? Oui, ben, vous pouvez me les référer via le courriel, il n'y a aucun problème pour Malsan01. Si jamais tu veux, Malsan, ou vous voulez, vous pouvez m'écrire, puis on peut en reparler, il n'y a aucun problème. On peut se faire un petit talk téléphonique ou un petit talk Zoom, puis je peux en parler un petit peu plus longuement, il n'y aura aucun problème, ça me fait plaisir. Mon courriel est à la fin du PowerPoint. D'autres questions, réactions, émotions, insultes? On avait Georges qui voulait intervenir. Ah! Ça, Georges-là! Ça vient. Oui. Oui, c'est moi. Bonjour, ça va? Ben oui, un visage connu. Bravo, félicitations, Maxime. Très intéressante la présentation. Merci beaucoup. J'avais, juste peut-être pour le bénéfice de tout le monde, je me demandais, tu avais utilisé plusieurs acronymes tout au long de ta présentation. Oui. Tu avais parlé de quelques concepts, par exemple, tu as récemment parlé des GBRSA, tu as parlé des PrEP, des PEP, des préventions combinées. Donc, ce sont parfois des concepts que ce n'est pas tout le monde qui les maîtrise. Donc, je me demandais si tu pouvais simplement expliquer un petit peu en quoi ça consiste, les GBRSA, la PrEP, la PEP, la prévention combinée. Comme ça, je pense que tout le monde va être Parfait. en égalité. Merci. Oui, excuse-moi, moi je pars dans mon monde, puis j'y vais. Mais GBRSA, dans le fond, c'est un acronyme pour dire gay, bisexuel et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Donc, vous comprenez que c'est beaucoup plus court de dire GBRSA que gay, bisexuel, autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Puis, dans les GBRSA, on va y inclure des personnes qui sont hétéroflexibles. Donc, les hétéroflexibles, c'est des personnes qui sont hétérosexuels, donc qui se considèrent hétérosexuels, mais qui vont avoir des relations sexuelles avec d'autres, mettons que c'est un homme, là, des relations sexuelles avec d'autres hommes à l'occasion. Donc, ça peut arriver des fois qu'on va avoir des hommes qui vont être mariés à une femme, puis qui vont aller au sauna. Là, je ne veux pas affoler personne, là, qui vont aller au sauna après. Le sauna, je ne parle pas du bota-bota, mais d'un endroit où est-ce qu'il y a le bottom-bottom, où est-ce qu'il peut y avoir des relations sexuelles. Puis, des fois, ces hétéroflexibles-là vont aller dans les saunas pour pouvoir avoir quelques baises. Pour ce qui est de la PrEP, donc prophylaxie pré-exposition au VIH, c'est une molécule qui peut être prise en continu ou à la demande pour pouvoir prévenir la contraction du VIH. Donc, c'est une stratégie de prévention qui est efficace contre le VIH. La PPE, souvent, dans le monde médical, on va en parler surtout aux infirmières quand ils vont se piquer avec une seringue. Dans le fond, la PPE, c'est la prophylaxie post-exposition. Donc, j'ai été exposé, fait que je m'en vais chercher une PPE. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on va prendre des antirétroviraux pendant 28 jours, puis ça va empêcher, en tout cas, ça va diminuer de beaucoup la probabilité de contracter le VIH. C'est une stratégie qui est super efficace si elle est prise très rapidement, donc c'est en bas de 72 heures. Donc, par exemple, je me pique en bas de 72 heures, je m'en vais à l'urgence de l'hôpital, il y a un protocole exprès pour ça. Si, mettons, je m'en vais dans un sauna, je baise, puis finalement, j'ai peur de peut-être avoir été exposé au VIH, mais je peux aller dans une clinique de santé sexuelle, par exemple, Corum, l'Actuel, Quartier Latin, qui est plus Quartier Latin, je crois. Il y a la Licorne. Bref, il y a plusieurs cliniques de santé sexuelle à Montréal où est-ce que je peux me présenter puis demander une PPE. Donc, PrEP, PPE, prévention combinée. Prévention combinée. Donc, la PrEP, la PPE, le condom font partie, entre autres, de stratégies de prévention combinée. Ce que je pourrais... Ça te dérange-tu, Émilie, si je repartage mon écran? Non, c'est parfait. OK.
Merci, Georges, hein, pour les questions. Merci à toi, ça fait plaisir. Ça me permet de pouvoir élaborer là-dessus. Donc, dans la prévention combinée, là, on s'entend, ce n'est pas le document de Mobilé, c'est un document que j'avais réalisé avec mon collègue Alexander McKenzie, qui est sexologue, quand on travaillait ensemble dans Hypergay. Donc, il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser en santé sexuelle, des stratégies qui sont biomédicales, comportementales, sociales, structurelles, dont, entre autres, je partage. Entre autres, PPE, PPRE, la PrEP, dépistage TSS, circoncision, treatment as prevention, ça c'est quand on est positif puis on prend son traitement antirétroviral pour devenir indétectable. Comportemental, donc négocier sa sécurité, fait que juste de définir ses limites, dire bon, ben, de poser des questions par rapport à la sérologie de l'autre personne, bref, s'informer, dire moi j'aime tel genre de pratique. Ça, c'est une autre stratégie. Séroadaptation, baiser, mettons, avec seulement des indétectables ou baiser seulement avec des négatifs ou bref, choisir. Le counseling, accessibilité, dépistage TSS. Après, il y a la réduction des méfaits. Fait que, bref, la prévention combinée, c'est de prendre différentes stratégies de prévention, comme que je viens de nommer, puis les combiner ensemble pour pouvoir arriver à un programme sexuel, un programme de prévention sexuelle qui va qui va nous plaire, nous satisfaire, puis qu'on va être capable de respecter. Souvent, en consultation, qu'est-ce que je fais avec la personne? C'est que je reprends cette petite liste-là que j'avais faite, là, puis je lui demande de surligner toutes les stratégies qu'ils utilisent déjà. Puis après, on regarde ensemble les différentes stratégies qui seraient prêtes à mettre de plus. Fait que c'est pas moi qui choisis, je laisse la personne choisir, puis je dis, ah ben, est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter à ton arsenal? Fait que, donc, c'est ça. C'est la prévention combinée.